2, 3, fight! You win! Merci d'être venus aussi nombreux à cette session. Je suis ravie de voir que, a priori, je vais peut-être répondre aux questions de beaucoup d'entre vous. Je suis Audrey, je travaille chez Sagi, je suis développeur full stack et aujourd'hui on va parler micro front-end. Et pour parler micro front-end, en fait, on va revenir un petit peu sur l'évolution de l'architecture de nos applications. Et pour ce faire, je me suis dit que ce serait plus facile en commençant avec un exemple qu'on connaît tous, le Java Pet Store. Et vous avez manqué celui-là, hein. Je le savais. Alors, à l'époque où il a été lancé par Sun, donc c'est à peu près en 2005, quel que soit le langage dans lequel il aurait été écrit à l'époque, globalement, ça aurait été un bon vieux monolithe des familles, back et front compris. Voilà. Puis quelques années plus tard, vous savez, le développement front est devenu un truc un peu sérieux, hein. Tous les super frameworks qu'on adore ont commencé à apparaître, un par semaine. Et donc, habituellement, à ce moment-là, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a splitté nos applications, on a cassé notre monolithe, et puis on a fait une application front et une application back. Bon. Puis ça marchait pas trop mal, et à un moment, les microservices sont apparus. Magnifique. Donc là, on a pété notre monolithe côté back et puis on l'a remplacé par des services plus petits qui ont en charge une partie spécifique du domaine de l'application. Donc dans le cas du Pet Store, typiquement, on va avoir par exemple le service produit et puis le service recherche et le service checkout pour le paiement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, l'architecture de nos applications a un impact fort sur l'organisation de nos équipes également. Donc typiquement, quand on avait un monolithe qui faisait front et back à la fois, eh ben, en général, on était une seule équipe. On était l'équipe Pet Shop. Et quand on a commencé à casser le front et le back et à les séparer, en général, on s'est retrouvé avec deux équipes. Une équipe front et une équipe back. Ou même parfois une équipe back et deux équipes front. Moi, ça m'est arrivé. Et puis bon, ça commence à se compliquer parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément dans la même pièce. Moi, j'étais même pas dans la même ville. Mon équipe front, elle était à Lille et moi, j'étais à Paris. Bon, bizarrement, il y avait des infos qui n'arrivaient pas jusqu'à eux. Hein. Curieux. Et quand on introduit les microservices, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette équipe back. On va faire ce qu'on appelle des micro-teams. Et donc, pour chaque microservice, en général, en face, on va avoir une équipe, une micro-team qui correspond, qui sera en charge de ce domaine spécifique. Bon, la réalité du terrain, c'est que si les microservices sont suffisamment petits, vous pouvez avoir une équipe qui est en charge d'un ou deux microservices. Mais là, disons que pour l'exemple, on arrive avec 7 product teams, 7 search teams et 7 checkout teams. Et c'est vraiment on va dire le premier bénéfice attendu des microservices sur l'aspect humain, disons, c'est que le fait d'avoir ces équipes plus petites et spécialisées, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Elles font qu'une chose, mais elles le font bien. Et donc, habituellement, elles vont livrer plus rapidement. Le deuxième bénéfice des microservices, c'est que ça va laisser de la liberté à chacun pour choisir sa stack technique. Donc, si l'équipe product a envie de travailler en Java, mais que l'équipe search a envie de faire du Kotlin, eh ben, c'est pas un problème. Chacun prend la techno avec laquelle il est à l'aise, ou celle qui correspond le mieux à son cas d'utilisation, et ça va le faire. D'un point de vue beaucoup plus technique, les gros bénéfices des micro-front-end, c'est que des microservices, c'est qu'ils sont plus faciles à déployer, puisque si vous mettez à jour, si vous livrez une nouvelle fonctionnalité, en général, elle concerne un microservice. Donc, vous mettez à jour ce microservice, mais vous n'avez pas à relivrer tout votre joli back-end, tout votre beau monolithe que vous aviez avant à redéployer à chaque fois. Et pour la même raison, ils sont plus faciles à scaler parce que, en général, tous vos microservices ne vont pas être requêtés à la même fréquence. Vous savez ceux qui vont être attaqués massivement, donc vous scalez ceux-là, les autres restent à leur place et normalement, tout va bien se passer. Donc, quand on regarde cette évolution, n'est-ce pas, de l'architecture, on pourrait se dire que là, ça y est, on est au top, tout est à sa place, c'est merveilleux. Et en fait, pas du tout. Alors, pas du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, vous n'avez plus votre monolithe côté back-end. Par contre, vous en avez un joli de l'autre côté front-end. Alors celui-là, il est à peu près aussi dur à maintenir et à faire évoluer que l'était celui côté back.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que, vous vous souvenez d'un découpage d'équipes? Donc, vous avez des micro-teams, hein, côté microservices, l'équipe produit, l'équipe checkout, l'équipe recherche. Puis elles vont livrer plus vite. Puis l'équipe front en face, elle est toujours 1. Alors, du coup, ça va être un peu... il risque d'y avoir un petit peu de friction, si vous voulez, à ce niveau-là. Et donc, c'est ainsi qu'on arrive à l'étape suivante de l'évolution, qui est les micro-fontaines. Alors, la philosophie des micro-fontaines, c'est de considérer nos applications comme une agrégation, une composition de composants. Et donc, chacun de ces composants, finalement, il va être géré, mais de bout en bout, aussi bien côté front que côté back, par la même équipe. C'est quelque chose qui est plutôt classique pour les sociétés d'e-commerce, mais pas seulement. Hein. Facebook travaille comme ça, Spotify un peu, mais ils font des trucs un peu chelous, mais dans l'idée, c'est ça. Et si on prend l'exemple du Pet Store, mais bon, un peu repimpé quand même, parce que nous sommes en 2019, depuis le temps. Donc là, ça nous donnerait ça. En fait, l'idée, c'est que sur cette page principale, là, cette page produit, elle serait détenue et maintenue uniquement par l'équipe produit. C'est la seule qui s'en occupe, c'est la seule qui la met à jour, les autres équipes n'y touchent pas. Et cette page produit va utiliser des composants qui lui sont fournis par les autres équipes. Donc typiquement, son composant, le petit menu shopping cart, il est fourni par l'équipe checkout. Et puis la barre de recherche, elle va être fournie par l'équipe recherche. Mais le reste de la page, c'est l'équipe produit. Et ce qui est intéressant avec le micro-fontaine, c'est que la philosophie de dire, dans les microservices, un truc qui est vraiment bien, c'est que chacun peut utiliser la stack de son choix, on va le propager côté front. Donc on pourrait tout à fait imaginer avoir l'équipe produit qui travaille en Angular, l'équipe search qui travaille en Vue, et l'équipe checkout en React. Et donc l'intérêt, là, c'est que vous allez conserver cette philosophie des micro-teams, mais que cette fois, vos micro-teams, elles vont traiter le produit de bout en bout, le problème de bout en bout, ce qui fait qu'elles vont pouvoir se concentrer sur leur mission dans l'application. Donc pour l'équipe produit, par exemple, c'est de présenter le produit de la manière la plus claire qui soit. Pour l'équipe checkout, qui s'occupe de paiement, c'est avoir une expérience de paiement qui soit la plus fluide. Parce qu'on s'énerve tous quand on fait une commande sur Internet et que ça ne marche pas parce qu'il faut remplir le truc. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe, c'est la mission de l'équipe checkout. Et donc, ces équipes, effectivement, customer-centric, on va appeler ça, donc ça reste des équipes de petite taille, mais qui maintenant ont en charge le développement de bout en bout, qui vont avoir la même liberté qu'elles avaient dans leur choix technologique, mais maintenant étendues au front-end, et vous savez aussi bien que moi que c'est un gros sujet. Ne mentez pas. Elles sont plus autonomes dans leur développement, parce que ce qui va se passer, c'est que concrètement, elles n'ont pas vraiment à s'occuper de ce qui se passe à côté. C'est-à-dire que si ça pète du côté de l'équipe recherche, s'ils ont introduit un bug, l'équipe produit, elle n'est pas concernée. Hein. Elle va attendre le fixe, à la limite, si elle peut, elle rollback sur une version qui fonctionne. Et elle n'a pas à s'occuper du bruit qu'il y a de l'autre côté. Elle est dans son cycle de développement, elle est sur ses composants, sur son microservice. Donc tout se passe bien. De la même manière, on va être plus autonome sur la release de fonctionnalités parce que vous n'avez plus ce goulot d'étranglement où vous aviez vos micro-teams côté back et puis vous avez votre équipe front qui était en face toute seule et qui se prenait toute la charge comme ça. Là, vous n'avez plus le problème, puisqu'en fait, chaque équipe va s'occuper de l'intégration de la fonctionnalité de bout en bout. Et de la même manière, faire évoluer vos applications va être rendu nettement plus simple, parce que vous allez pouvoir la planifier, vous allez pouvoir la découper. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, alors là, en fait, l'application, elle ne correspond plus du tout aux besoins de mes utilisateurs, il faut que je pète tout, il faut que je refasse tout. Non, vous allez pouvoir vous dire, alors on va commencer par ce module-là, ensuite on attaquera celui-ci, on terminera par celui-là, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant, on va passer à la vraie vie, parce que vous le savez aussi bien que moi, dans la théorie, ça fonctionne toujours joliment, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on va prendre comme exemple Data Fabric. Alors Data Fabric, c'est le produit de Sagi, donc le produit sur lequel je travaille, en tout cas sur une partie, et ça a commencé avec le manager. Alors le manager, c'est un outil qui est à destination des data scientists et des data engineers. C'est un orchestrateur de jobs de processing et d'extraction de données. Voilà, ça permet aux data scientists d'uploader leurs jobs, de les pipeliner, tout ça.
Voilà, bref. Ça a été lancé en juillet 2015, donc forcément à cette époque-là, le framework qui était tendance, c'était AngularJS. Et puis, quelques temps plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait un gros besoin pour un autre produit qui était la gouvernance, qui est celui sur lequel moi je travaille plus particulièrement. Et gouvernance, en fait, il a été lancé en mars 2017, donc très logiquement, en mars 2017, vous ne faisiez plus d'AngularJS, vous faisiez de l'Angular. Ou pas, mais je suis désolée pour vous. Et quelques mois plus tard, on a lancé Operations. Alors, gouvernance, je ne vous ai pas expliqué du coup, mais gouvernance, c'est un outil qui est à destination des gens plutôt métiers, des Chief Data Officers et des Business Analysts et de plein d'autres termes en business où j'ai jamais vraiment compris ce qu'ils font, mais ils ont l'air de s'amuser. Et Operations, c'est un outil qui est un peu différent parce qu'en fait, c'est un outil qui vient améliorer l'expérience utilisateur globale, c'est-à-dire que ça va permettre de monitorer l'état de toutes les plateformes. Donc, autant les deux premières, elles sont pluguées sur un lac de données, et donc ça représente une plateforme. Operations, c'est un petit peu différent. Et à ce moment-là, en fait, en octobre 2017, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On a fait en fait une retraite produit. Ils nous ont mis au frais pour qu'on aille réfléchir sur la V2. Et on avait plusieurs choses qu'on avait constatées. La première, c'est que le manager, en fait, il correspondait pas vraiment aux besoins de nos utilisateurs. Donc, il allait falloir qu'on le réécrive. La deuxième, c'est qu'il allait falloir qu'on sorte du manager des services du fait qu'on ait développé d'autres applications, n'avait plus lieu d'être dans ce monolithe qui était manager au début. Parce que security, tout le monde en a besoin de security en fait. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin d'autres applications dans le type d'operations pour améliorer l'expérience utilisateur au global. Et puis surtout, on s'est dit, là, ça devient un petit peu gros notre affaire, il va falloir que tout soit présenté dans la même application. C'est là que la partie amusante commence. Donc on a fait 3 essais. On a fait un premier essai qui s'appelle Layout, qu'on a sorti en décembre 2017, qui est du pur JavaScript. C'est une application purement JavaScript, bundlée avec Webpack, voilà. On a fait un deuxième essai en mars 2018 avec Galaxy, qui est écrit en React. Et puis on en a fait un troisième avec Layout as Lib, qui est en prod depuis juillet 2018, toujours en JavaScript. Et donc ça, c'est ce dont on va parler maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre quelles sont les choses à prendre en compte si vous voulez vous lancer là-dedans. Alors pour que vous ayez une idée de ce vers quoi on tendait, ça c'est ce qu'on avait pour objectif pour la V2. Donc vous avez un premier menu latéral à gauche, c'est le menu qui permet de passer des applications qui sont liées à une plateforme aux autres applications liées à une plateforme. Donc vous passez de gouvernance à manager typiquement. Le menu en haut, la top bar, lui, elle va permettre de passer des applications qui ne sont pas liées à une plateforme, donc Operations Security par exemple, à une autre. Ensuite, on a un menu utilisateur plutôt classique. Et le composant principal là au milieu, c'est les applications existantes. Donc c'est soit le manager en AngularJS, soit gouvernance en Angular. Et alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un mot vite fait au sujet du design system. C'est une notion qui en a entendu parler parmi vous ? Ouais, donc il y a quelques personnes quand même. C'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire et qui, je pense, est vraiment nécessaire. Il n'y a aucun intérêt à se lancer sur du micro-front-end si vous n'avez pas une expérience utilisateur qui soit consistante. Si vous n'allez pas proposer le même look and feel à vos utilisateurs dans toutes vos applications, ça ne sert à rien, ça va les perdre plus qu'autre chose. Et donc c'est là que vous avez besoin d'un design system. Un design system, finalement, c'est une sorte de librairie à la fois de style CSS, mais aussi de comportement de vos composants. Alors la nôtre s'appelle Sagi UI, elle est sur NPM, on ne peut pas l'utiliser dans un but commercial, mais en tout cas, vous pouvez y jeter un œil si vous voulez vous inspirer dans la manière de faire un design system. Et je vous recommande fortement d'avoir des UX designers avec vous, parce qu'en vrai, c'est pas si simple que ça. Alors, notre premier essai, Sagi Layout. Alors, Sagi Layout, c'est une agrégation de web components. Donc, vraiment, vous vous souvenez de l'architecture qu'on a évoquée tout à l'heure avec le Java Pet Store. Là, on est sur la même chose. Ça veut dire que notre menu latéral de gauche, c'est un web component. La top bar, c'est un web component. Le menu utilisateur aussi. Et puis, alors, le plus drôle, c'est que l'application au milieu, maintenant, elle est embarquée, encapsulée dans un web component. Donc, soit l'AngularJS, soit l'Angular. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les web components, on va
expliquer vite fait. En fait, les Web Components, ça se base sur 4 spécifications qui peuvent être utilisées séparément, mais bien évidemment, si vous les utilisez ensemble, ça vous donne un petit peu plus de potentiel, disons. La première, c'est les Custom Elements, qui vont vous permettre de définir vos propres tags, vos propres balises, et surtout vos propres composants avec leurs attributs, etc. On va le voir juste après. Le Shadow DOM, alors le Shadow DOM, c'est assez pratique parce que ça va faire que vos styles, les styles que vous allez appliquer à votre composant, ils vont être isolés du reste du DOM. Ça va être dans son coin. Les HTML templates, en fait, ce sont des morceaux qui ne sont pas chargés au démarrage, qui vont être instanciés plus tard. Et puis ES Modules, c'est l'aspect qui concerne en fait l'import des web composants, la manière dont vous allez les utiliser dans vos applications. Donc, déclarer un web component, c'est assez simple. Vous allez créer votre fichier JS. Et puis, vous allez créer votre classe MyComponent, vous extendez, vous extend HTML element. Et à partir de là, vous allez avoir dans l'API des méthodes qui vont vous permettre de gérer le cycle de vie de votre application. En général, la première qu'on appelle, c'est Connected Callback, en dehors du constructeur. Connected Callback, c'est la méthode qui est appelée au moment où le composant est attaché au DOM. De la même manière, vous avez Disconnected Callback qui est appelé quand le composant est détaché du DOM. Et probablement celle que l'on manipule le plus souvent, vous avez une méthode qui s'appelle Attribute Change Callback. Et cette méthode, c'est celle qui va être appelée à chaque fois que la valeur d'un attribut de votre composant va changer. Donc si votre composant il a un attribut couleur et que la couleur passe de rouge à bleu, c'est cette méthode qui est appelée. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas dans la spec, mais que vous verrez assez régulièrement, en général, on déclare une méthode render. Parce que notre web component, il va falloir lui déclarer son markup HTML. Il va falloir lui dire, bah voilà, toi, tu as as un champ à remplir avec un bouton en face. Voilà, quand on appuie sur le bouton, ça fait une action. Et donc, à un moment, il va falloir déclarer ce markup. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le déclare dans le constructeur, et puis, quand il faut le mettre à jour, on le redéclare dans l'attribute change callback méthode. Et vous le savez, on n'aime pas tellement la duplication de code. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une méthode render dans laquelle on met le markup, et c'est cette méthode qu'on va réappeler. Alors ensuite, côté HTML, c'est assez simple. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'allais oublier. Pour terminer, il faut que vous enregistriez votre composant au niveau de ce qu'on appelle la Custom Element Registry. C'est un petit peu l'annuaire de vos composants. Donc vous allez appeler la méthode define, vous allez passer le tag que vous avez choisi pour votre balise et le nom de votre composant, de votre classe. Et donc ensuite, une fois que vous avez ça, utiliser votre composant, c'est plutôt simple. Vous allez l'importer, donc ça c'est une manière de l'importer, il y en a d'autres, mais voilà. Et puis, vous allez le déclarer comme n'importe quelle autre balise HTML. Et si vous avez des attributs, vous les passez. Mais voilà, ça se déclare de la même façon. Néanmoins, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui font du front doivent supporter des navigateurs un peu pénibles et un peu vieux. Donc souvent, vous allez avoir recours à un polyfill. A priori, celui-ci, c'est celui qui est le plus stable et fiable, on va dire, en ce moment. Et ça va vous permettre de gérer tous les cas, etc. Soit dit en passant, ça devient de moins en moins un problème, puisque depuis octobre, les 4 navigateurs modernes supportent les 4 specs. Edge, voilà. Alors, il n'y a pas eu de communication dessus, mais en vrai, je pense que le problème va se résoudre tout seul, parce que comme Edge a basculé sur le moteur Chromium, et que Chromium supporte déjà les specs, je pense que ça se résoudra comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour encapsuler une application existante dans un web component ? Donc là, par exemple, c'est l'application AngularJS, c'est le manager, c'est l'app controller.js, sa classe principale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer notre composant data manager, et puis dans son inner HTML, on va créer une div. Et à cette div, on va passer le ngapp et le ngcontroller de notre application. Dans le cas présent, on a également besoin de modifier la liste des plateformes, qui est un sous-composant, une sous-directive, donc on va la déclarer aussi, et c'est bon. On enregistre notre élément dans le Custom Element Registry, il est à dispo. Avec l'application Angular Gouvernance, c'est même encore plus simple, parce qu'une fois qu'on a déclaré donc, notre classe, notre data gouvernance JS, on va tout simplement prendre notre élément de plus haut niveau et on va le déclarer tel quel. Donc c'est plutôt facile jusque-là. Maintenant, si on regarde ce que ça donne du côté de Sagi Layout, donc de l'application JS qui vient se mettre au-dessus et dire aujourd'hui j'affiche le manager et dans 2 secondes je t'affiche gouvernance. Donc au niveau de cette application, la page HTML principale c'est assez simple en fait. On va importer nos web components qu'on vient de déclarer. On va importer notre Sagi UI, notre design system, puisqu'on va en avoir besoin pour les composants qui sont propres à Sagi Layout. Et puis on va déclarer notre tag de plus haut niveau. Donc ici, le web component de plus haut niveau, il s'appelle SLA board.
Et SLA Board, en fait, il va déclarer, j'ai un menu à gauche, j'ai une top bar, j'ai un menu utilisateur. Et puis, au milieu, il y a donc cette div avec l'attribut page. Et l'attribut page, il est récupéré en appelant la méthode getPage. Et la méthode getPage, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle va regarder le path, et en fonction du path, elle va dire, alors on me demande le manager, ok, donc je vais binder le composant manager. On me demande gouvernance, ok, je bind gouvernance. Voilà, et c'est tout. Alors c'est une solution qui fonctionne plutôt pas mal, hein, qui a plusieurs avantages. La première, c'est que vous avez une expérience utilisateur qui est absolument consistante, puisque comme les menus sont maintenus par layout, par l'application au-dessus, eh ben, que vous soyez sur le manager ou que vous soyez sur gouvernance, vos menus, ils ressemblent toujours à la même chose. Ça, c'est pas mal. On aurait eu également, on ne l'a pas fait, mais on aurait eu la possibilité de mettre des composants différents sur la même page. Là où on met notre composant principal, notre grosse application, on aurait pu s'amuser à les mettre côte-côte. Je ne suis pas sûre que ça aurait été l'idée du siècle, mais on aurait pu. Et on était complètement indépendant en termes de déploiement, puisqu'en fait, Layout avait son cycle de vie qui était à part de celui de gouvernance et de manager, donc chacun faisait sa vie, et puis tout se passait bien. Mais on n'a pas été plus loin que l'intégration des deux applications, non pas legacy, hein, puisqu'elles continuent à évoluer et à s'enrichir de fonctionnalités, mais des deux applications existantes, parce qu'on a rapidement eu quelques soucis de taille. Alors le premier, c'est que ce n'est pas du tout une single page application, hein. Parce que quand on passe de gouvernance à manager, en vrai, la page, elle se recharge. Parce que ce qui se passe, c'est que certes, on a fait des web components, mais en vrai, derrière, on a des grosses applications et que donc, ça se recharge. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. On avait des performances qui étaient juste vraiment pas acceptables. Et en plus, on avait une grosse dépendance entre les librairies. Et tout ça est un petit peu lié, en fait, c'est que chaque application existante, elle arrivait avec quoi ? Elle arrivait avec son propre routeur, sa propre version de sa GUI, ma propre version de Babel au passage, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui faisait que déjà le binding et l'unbinding étaient extrêmement coûteux et n'étaient pas performants et rechargeaient à chaque fois. Mais en plus, ça vous amène des petites surprises, parce que si la version de sa GUI de gouvernance, c'était pas la même que celle de sa JLayout, il va se passer des trucs bizarres niveau CSS. Donc ça, c'était un vrai gros problème pour nous. On aurait pu en faire une vraie single page application. Il aurait fallu qu'on mette le temps et l'énergie nécessaires pour binder et unbinder proprement justement toutes ces librairies. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on avait d'autres soucis avec cette version. Le premier étant le management du routeur. Puisque les deux applications existantes, comme probablement toutes vos applications front, elles font quoi ? Elles arrivent avec un routeur qui est basé sur les haches. Et donc, layout, pour qu'il soit toujours dans un état consistant, qu'il ne se retrouve pas dans un état un peu bizarre à proposer un bout de passe de manager et un bout de passe de gouvernance, il fallait qu'il connaisse toutes les routes possibles pour les deux applications. Et donc là, niveau couplage, on est bien. Ça va être chouette hein, quand on va en rajouter. Ça va être très sympa. Donc là, quand on a vu ça, on a quand même un petit souci. Et puis, last but not least, pour pouvoir le tester, il fallait pouvoir déployer toute la stack en local. Bon, alors déjà, c'est pas vraiment un truc que vous avez envie de faire. Hein. En vrai, quand il y a deux gros mastodontes comme ça, il y a de l'HDFS d'impliqué, tout ça, il faut aller se plugger sur des lacs. Non, déjà, vous n'avez pas envie. Et en plus, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez faire parce que, par exemple, dans la partie sécurité, on utilise FreeIPA, et FreeIPA, ça tourne pas sur cette saloperie hors de prix. Donc, je ne peux pas faire tourner toute la stack sur mon laptop. Alors, réalisant ça, on s'est dit, on arrête, on garde l'application pour les deux existants, et puis on va faire un essai avec quelque chose de différent pour les nouvelles, et donc pour sécurité en premier, puisque c'est celle qui est sortie après. Et donc, on est passé sur ce deuxième essai qu'on a appelé Galaxy. Galaxy garde la même philosophie, sauf qu'au lieu d'avoir une agrégation de Web Component, on va avoir une agrégation de fragments React. Donc là, vous ne voyez pas le menu latéral, puisque comme on est dans une application, ce qu'on appelle overall, qui n'est pas liée à une plateforme, qui vient se mettre au-dessus de toutes les autres plateformes, vous ne voyez pas le menu latéral. Mais il est toujours là, c'est la même philosophie. Notre top bar, elle est toujours là. Notre menu utilisateur aussi. Et donc, tout ça, plus notre composant principal, ça devient des fragments React. Et alors, l'idée dans un deuxième temps, parce que il faut bien prendre conscience d'une chose avec les micros front-end, c'est que vos composants, ils vont venir de diverses applications qui ne vont pas forcément répondre de la même façon.
Donc ça va peut-être pas se charger à la même vitesse tout ça. Donc l'idée c'était d'utiliser Taylor dans un second temps pour streamer ces bouts de composants dans l'application finale. Alors je ne vais pas passer énormément de temps sur cette version parce que donc, essentiellement c'est à peu près la même que la version numéro 1 en termes d'architecture. Dans ce qu'on attendait de retirer comme bénéfice de cette version-là, ça nous aurait donné la possibilité de partager non pas dans le design system simplement des styles et des comportements, mais des composants React entiers. Donc ça aurait été intéressant pour nous faire gagner du temps. On avait prévu de mettre un système de routing centralisé. Et donc, ce qui fait que les applications en dessous, elles auraient connu que leur partie du routing, etc. Ça aurait été plus léger et normalement plus découplé. Mais on n'a pas continué parce qu'on avait toujours ce gros problème de dépendance entre les librairies. Puis alors, on avait même pire. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est que cette dépendance entre les versions de librairie, on l'avait sur les versions de React. Ce qui se passait, c'est que si, par exemple, Security voulait utiliser un composant React qui était dans la dernière version, par exemple, et que Galaxy n'était pas dans la dernière version, il fallait mettre à jour Galaxy. Puis donc, il aurait fallu mettre à jour toutes les autres applications qui auraient dépendu de Galaxy. Vous voyez le truc, là ? Ouais. Voilà. Donc, quand on s'est aperçu de ça, on a dit, on arrête, hein ? On ne va pas se faire du mal, on passe sur autre chose. Donc, nous sommes passés sur Layout as lib. Et en fait, dans Layout as lib, on a complètement inversé la logique. C'est-à-dire qu'on est passé d'une application qui va charger d'autres applications à nos applications existantes qui vont charger une librairie JS. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nos composants, là, notre menu latéral, notre top bar, le user menu, vont rester des web components. On va reprendre les web components qu'on avait écrits pour la version numéro 1. Sauf qu'on va les mettre dans une librairie JS. C'est une librairie qui est sur un repo NPM privé. Donc ça s'installe, pour les applications en dessous, ça s'installe comme n'importe quelle autre librairie. Et c'est à l'application en dessous qui ne va pas modifier son comportement existant de dire je t'affiche ou je t'affiche pas, je vais voir. Alors, côté application, donc là on va partir côté gouvernance. Donc là, c'est l'index HTML de gouvernance, c'est sa page HTML principale. On retrouve le composant data gouvernance Angular qu'on avait encapsulé tout à l'heure dans un web component. Et cette fois, on va venir l'encapsuler dans un composant Sagi Layout. Et ce composant Sagi Layout, vous noterez qu'il est caché par défaut. Et puis, du côté de la page TypeScript principale de l'application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder le path qui nous a été demandé. Et avec le path, on va savoir si on est en legacy, ce qu'on appelle legacy ou pas. Et si on est en legacy, on ne change rien, on le laisse caché. Si au contraire, nous n'y sommes pas, qu'on nous demande la bêta, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va appeler la méthode init de la classe loadLayoutData en lui passant les composants qui vont bien, en disant voilà, moi je suis l'application gouvernance, la liste des plateformes que je connais pour cet utilisateur c'est ça, et puis j'ai besoin que tu me charges le reste. Et on va revenir sélectionner, donc avec le query selector, on va venir resélectionner ce composant Sagi Layout avec lequel on a encapsulé notre composant data gouvernance. On va lui dire maintenant tu t'affiches, on a besoin de toi. Et côté application existante, c'est tout en fait. Ça se résume à ça. Il n'y a pas beaucoup plus de modifications, donc c'est très léger, en dehors du npm install, que évidemment je ne vous ai pas montré, parce que je pense que vous savez faire un npm install. Mais donc ça s'arrête là, en termes d'intégration. Alors maintenant, du côté de la librairie, donc on a une classe index.js principale, qui elle est plutôt stupide, vide disons. Elle va faire qu'une chose, c'est qu'elle va exposer cette classe loadLayoutData qu'on a vue auparavant, celle qu'on a appelée la méthode init, avec la méthode init. Et donc, dans cette classe, elle va avoir une seule responsabilité, c'est qu'elle va faire tous les appels d'API qui sont nécessaires pour configurer les menus. Puisque les menus, en fait, vous avez des droits, donc tous les utilisateurs ne peuvent pas, par exemple, afficher la gouvernance, ou le manager, ou security, ou etc. Il n'y a pas la même liste, ils n'ont pas tous accès aux mêmes plateformes, tout ça. Donc, ces infos-là, il va falloir qu'on aille les récupérer. Et ça, c'est le boulot de loadLayoutData.
Donc load layout data, il va commencer par faire appel à cette méthode load data qu'on voit ici, et load data derrière va aller chercher les différents éléments qui vont lui permettre de reconstituer le menu utilisateur, la top bar et le menu à gauche. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, par exemple, la méthode load writes, derrière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va appeler en interne ces méthodes. Bon, bah alors là, j'ai récupéré les droits de l'utilisateur, je vais setter l'utilisateur, je vais setter la liste des plateformes auxquelles il a le droit. Et dans le set plateforme, on va reprendre ce layout component. Et on va lui dire, bah maintenant, cet attribut-là, l'attribut de la liste des plateformes, c'est cette valeur-là. Donc là, normalement, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la spec sur les web components, vous savez ce qui se passe, vous savez quelle méthode est appelée. Et effectivement, du côté du composant layout, ben on va appeler notre méthode attribute change callback. Notre méthode attribute change callback, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir évidemment la connaissance de tous les attributs qui sont les siens. Elle va en permanence regarder lequel on vient de lui modifier. Et en fonction de l'attribut qu'on vient de modifier, elle va savoir s'il faut qu'elle mette à jour la barre de gauche ou la top bar, par exemple, ou peut-être les deux. Donc là, par exemple, si c'est l'application courante qui est modifiée, si je passe de gouvernance à security, eh ben, il faut que je change pour mettre j'ai pas le mot en français, le highlight, je vais changer la couleur de fond de l'item dans le menu. Voilà, donc je vais mettre à jour les deux. Et donc notre méthode initRender, un peu comme ce qu'on a vu auparavant quand on avait l'application layout, elle va simplement déclarer son markup, elle va déclarer la top bar, le menu à gauche, le menu utilisateur, etc. Et puis, elle fait un truc un peu chelou. Elle déclare un this inner HTML là au milieu. En fait, le this inner HTML, c'est data governance. C'est le composant Angular de plus haut niveau de mon application Angular de gouvernance qui est maintenant encapsulé dans le composant Sagi Layout. Donc, c'est ici qu'il est déclaré. Et si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que la méthode s'appelle initRender. Il y a une très bonne raison à ça. C'est parce que du fait de ce comportement, c'est une méthode qu'on ne veut pas rappeler au rafraîchissement. C'est une méthode qu'on ne veut appeler qu'une fois, parce que sinon on risque de binder l'application en double, on risque de se retrouver avec des croisements d'appels qui vont être un petit peu durs à gérer. Donc cette méthode s'appelle initRender pour n'être appelée que par le connected callback. Et c'est pour ça que c'est la méthode attribute change callback qui va s'occuper de faire le change child attribute sur les composants, et les composants vont se rafraîchir, etc. Et pour la même raison, avant de déclarer notre composant dans le Custom Element Registry, on va regarder s'il n'est pas déjà déclaré. On va regarder s'il n'a pas été déclaré par manager auparavant. Alors cette méthode a plusieurs points négatifs. Alors là, on n'est plus du tout dans une single page application. Hein. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et en plus, on ne peut plus faire de l'agrégation de composants. Puisque bien évidemment, on l'a vu que ce sont les applications existantes qui chargent la librairie. Je ne vois pas comment on va en mettre deux côte à côte sur la même page. Mais en réalité, ce n'est pas un problème pour nous. Ce qui était un problème, c'est plutôt qu'on n'était pas dans le bon cas d'utilisation pour les essais 1 et 2. Parce que justement, on ne fait pas de l'agrégation de composants. Ce qu'on fait, c'est de l'agrégation de single page application. Et donc, c'est le moment où on va parler de page transitions. Alors, il y a deux types de page transitions. Il y a les soft navigation et les hard navigation. Alors, soft navigation, c'est ce qui se passe quand vous allez passer d'une page qui est maintenue par une équipe, qui appartient à une application, à une autre page, maintenue par la même équipe, qui appartient à la même application. Donc, par exemple, c'est ce qui se passe quand je passe des domaines au dataset, je suis allé trop vite, des domaines au dataset dans gouvernance, je suis en soft navigation. Et dans ce cas-là, Angular va le gérer pour moi, il va dire t'inquiète pas, je ne reload pas toute la page, je vais rajouter que ce qui a changé, je vais enlever ce qui n'est plus nécessaire, je m'en occupe. La hard navigation, au contraire, c'est ce qui arrive quand vous passez d'une page qui est maintenue par une équipe qui appartient à une application à une page qui est maintenue par une autre équipe qui appartient à une autre application. Donc quand vous passez du manager à gouvernance, typiquement, vous êtes dans de la hard navigation. Et donc dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué de faire autrement que de recharger tout. Hein. En réalité, on ne sait pas vraiment le faire.
Donc c'est la raison pour laquelle, malgré ces points négatifs, la solution de layout as lib nous convient bien mieux, puisqu'on ne fait pas de l'agrégation de composants, on fait de l'agrégation de single page application. En plus, alors il y a plusieurs points plutôt positifs. La première, c'est que bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Parce que quand vous donnez à une application existante une librairie affichée ou pas affichée, ça se passe beaucoup mieux que quand vous dites à une application existante « Alors, tu vas aller m'afficher l'application là, qui est déjà un gros paquet. » Voilà. Et bien bizarrement, c'est plus efficace dans ce sens-là. C'est plutôt facile à intégrer. Ça, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure avec, vous savez, c'est le slide là où il y avait juste l'HTML et le TypeScript. Je pense que tout compris, et quand je dis tout compris, c'est test PM, test validation testeur, la relecture de code et la NRT, ça m'a pris 1 jour et demi à intégrer. Hein. On est bien ? Mais il est vrai, néanmoins, que ça peut amener une expérience utilisateur qui sera peut-être un petit peu inconsistante. La raison pour laquelle on peut avoir cette inconsistance, c'est que, par exemple, mettons que l'équipe Layout as lib intègre un nouveau menu, un nouvel item dans un menu. Dans la barre de gauche, il y a une nouvelle application, il rajoute l'item qui va bien. Tant que moi, je n'ai pas mis à jour dans Gouvernance ma version de la librairie, je n'ai pas cet item. Donc effectivement, peut-être que Manager va s'être mis à jour, l'utilisateur est sur Manager, il voit la nouvelle application Foobar, il arrive sur Gouvernance, il n'y a plus Foobar. Bon. En réalité, on a décidé que ce n'était pas un problème, parce que tout simplement, ça nous assure un déploiement et un développement complètement indépendant. Ce qui se passe, c'est que si ce composant, justement, ce nouvel item, dans le menu de gauche, il vient avec un bug, moi, côté gouvernance, j'ai 2 choix très simples. Soit je n'ai pas encore mis à jour, et dans ce cas-là, je vais simplement attendre que l'équipe Layout as lib me livre une nouvelle version dans laquelle le bug est corrigé. Soit je décide de rollback sur la version d'avant. Et puis on est tranquille. Ça ne va pas venir perturber l'expérience de mon utilisateur. Malgré tout, il est vrai que ceci n'est vrai que tant que vous n'avez pas de changement majeur qui vient venir péter un peu tout, et là, auquel cas, vous n'avez pas le choix, il faut mettre à jour toutes vos applications en même temps. Bon, c'est juste une update dans NPM, de dire voilà la nouvelle version de ma librairie, ça prend pas tant de temps que ça reste gérable. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on n'a plus de conflit de librairie. Parce que tout simplement, avant de mettre à jour ma version de Layout as lib, je vais regarder quelle version du design system elle utilise. Je vais mettre à jour la mienne. Ensuite, je vais mettre à jour Layout as lib. Et alors, normalement, ça se passe tout seul. Hein. Et puis, je pense que vous aurez compris que c'était un petit peu crucial pour nous. On n'a plus besoin, pour tester l'intégration avec Layout as lib, on n'a pas besoin de faire tourner toute la stack en entier. Ce qui va se passer, c'est qu'on a fait des petits serveurs Node qui vont moquer les API, vous savez, les appels d'API qu'on a vus auparavant dans le load data. On allait récupérer les droits, l'utilisateur, le profil, etc. Et ben on moque ces appels-là. Et donc, on est capable de tester en local ce que donne l'intégration avec la librairie. Donc, d'un point de vue humain, ça a super bien marché, parce que les micro-équipes, effectivement, ça livre plus vite. Nous, en 1 an, ça nous a permis... Alors déjà, ça nous a permis de casser le manager, là, la grosse brique. Oui, on l'a cassé au bout d'un moment, il fallait... Hein. On a pu livrer 4 nouvelles applications dans l'année, donc on a été capable d'extraire Security, le module dont on parlait tout à l'heure, qui auparavant était dans Manager, on a été capable de le sortir dans son propre microservice avec sa propre application front. Et derrière, on a pu sortir 3 nouvelles applications qui utilisent justement Security. Et Project & Job que vous voyez là, en fait, c'est la refacto de Manager. Donc on a pu l'attaquer sereinement, en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord sorti Security. Une fois que ça s'était fait, on a commencé à travailler sur Project & Job, en laissant l'autre vivre, hein, parce qu'en fait, on s'en fiche. On rajoute juste un lien qui est visible ou pas, suivant si on est en bêta ou pas, sur Project & Job. Et puis, Manager, il continue à faire sa vie en attendant qu'on ait migré toutes les fonctionnalités. Donc, on peut vraiment y aller tranquillement, étape par étape, sereinement. Alors, je vais être un petit peu large niveau temps, c'est pas grave, on aura du temps pour les questions. En niveau best practice, je pense que vous l'aurez compris, la question la plus importante à vous poser avant de vous lancer dans les micro front-end, c'est dans quel cas d'utilisation suis-je? Est-ce que je vais faire de l'agrégation de composants,
comme c'est le cas dans le Java Pet Store, par exemple, où je vais prendre un composant de la recherche et puis un composant du paiement et je vais les mettre dans ma page produit? Ou est-ce que vous êtes dans une agrégation de single page application? Ce qui n'est pas du tout la même chose. En d'autres termes, est-ce que j'ai plus de hard navigation que de soft navigation? Faites attention à votre design. Hein, ça, vous l'aurez compris avec le design system, c'est important, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que, comme on se le disait tout à l'heure, vous allez avoir des composants qui proviennent de plusieurs applications qui ne vont pas se charger à la même vitesse. Donc il y a des petites choses auxquelles vous pouvez penser qui vont améliorer votre expérience utilisateur au global. L'Optimistic UI, c'est pas un outil, c'est plutôt une philosophie. C'est la philosophie de dire systématiquement, on va renvoyer, côté utilisateur, on va envoyer un feedback très rapide, mais positif. Parce qu'on va partir du principe que dans la plupart des cas, ça va bien se passer, ce qui est vrai, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Donc on commence par lui renvoyer le feedback positif, et puis si jamais on a un retour erreur du côté API, on va rétro-pédaler. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'Optimistic UI. Les skeletons, vous savez ce que c'est les skeletons, même si le nom ne vous parle pas? Ça coûte rien à implémenter. C'est ce que vous avez quand vous savez, vous ouvrez LinkedIn, ou vous ouvrez Twitter, ou vous ouvrez Slack, ou Spotify, et puis vous n'avez pas encore vos données, mais vous avez les menus qui apparaissent déjà. Vous avez les ombres en fait des menus. Et ben c'est ça le skeletons. Et alors ça, c'est absolument génial parce que du coup, ça permet de donner déjà de l'info à l'utilisateur, de lui dire bon attends, ça charge. Là t'as rien, mais ça arrive. Donc c'est assez important. Alors par contre, si vous le mettez en place, pensez à une chose, soyez sûr que votre skeletons correspond au look and feel de votre application finale. Hein. Vous rigolez, mais LinkedIn, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé, eh ben c'était pas pareil. Et ça fait drôle. Vous pouvez partager des ressources, mais même si toutes vos applications vont utiliser la même stack, je ne vous conseille pas de partager autre chose que des libs, des images, etc. Sinon, vous allez rapidement avoir des grosses surprises. Mais vous pouvez très bien avoir des appels d'API qui soient communs, tout ce qui est fonte, etc. Tout ça, ça peut être porté justement par cette application commune. Juste pour le reste, le runtime, on sépare, hein, on isole. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, moi, je vous recommande de commencer par le site microfountains.org. C'est celui qui nous a servi pour le premier exemple. Donc, c'est maintenu par Michael Gears, qui est Nataltis sur Twitter, qui a donné un excellent talk l'an dernier à Web Rivals. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Le site est intéressant parce qu'il couvre pas mal de problématiques et pas seulement la problématique purement technique et architecturale. Il y a un GitHub qui lui est associé. Le GitHub est assez intéressant parce qu'il y a deux exemples. Il y en a un en Web Component pur et il y en a un avec des server-side includes. Et les server-side includes, vous allez en avoir besoin si vous faites de l'agrégation de composants. Donc je vous conseille de commencer par celui-ci. Experiences using microfountains.ak, c'est un article qui, alors évidemment, techniquement, qui n'ira peut-être pas aussi loin que ce que vous aimeriez, en tout cas pas aussi loin que ce que moi j'aurais voulu, mais parce que c'est un petit peu leur sauce interne. Mais par contre, c'est hyper intéressant de voir la réflexion qui a été menée derrière les microfontaines à un site à l'échelle d'IKEA. Projet Mosaic, c'est un set de librairies et de ressources qui sont faits justement pour streamer des fragments, enfin pas que streamer des fragments, mais vraiment pour de l'agrégation de fragments dans le cadre du microfontaine. C'est open sourcé par Zalando. Je pense que Taylor, c'est la brique la plus populaire de ce set, mais il y en a d'autres. Et puis Single SPA, c'est un autre projet qui permet de faire de l'agrégation de single page application dans diverses technos. Mes slides sont en ligne, donc si vous avez besoin de retrouver ça, c'est sur SlideShare. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a une question là-haut. Bonjour. Du coup, j'ai une question au niveau de la cohérence. Donc, du coup, vous chargez une librairie, c'est layout as lib, c'est ça? Et comment ça se passe? Donc, c'est bien quand il y a 2 applications, mais quand il y en a 5 ou 6, comment ça se passe au niveau du déploiement? Il y a une incohérence, du coup, au niveau du rendu final utilisateur, quand il passe d'une application à l'autre avec des hard links. Par exemple, s'il y a une application qui est présente dans la première fois où elle est chargée, et que ce n'est pas le cas dans l'autre, comment ça se passe? Ou l'inverse plutôt? Vous acceptez du coup qu'il y ait une incohérence? C'est le point que j'avais mis dans les contres tout à l'heure. Effectivement, on est conscient qu'on peut avoir cette inconsistance-là.
mais la solution nous apporte suffisamment d'avantages en contrepartie pour qu'on considère que ce soit acceptable. D'accord. Donc dans la pratique, on essaye de ne pas le faire. On essaye, quand il y a une nouvelle version de Layout as Lib, on essaye de l'intégrer le plus rapidement possible dans toute la stack. Comme en plus on est en déploiement continu avec Kubernetes, machin, c'est facile, on redéploie le soir et puis c'est fait. Mais effectivement, c'est une chose qui peut arriver, mais qu'on a décidé d'accepter. Voilà. On a fait la balance du pour et des contre et on s'est dit, bah ok, ça passe. D'accord. Et puis du coup, j'en profite, je pose une deuxième question. Au niveau des équipes, du coup, c'est vrai que c'est très intéressant, mais vous estimez à combien, sans parler donc de ce que vous faites des single page applications qui sont intégrées, si on veut faire du micro front-end, parce que c'est pas intéressant clairement pour les petites équipes. Enfin, il me semble que c'est pas intéressant, mais à partir de combien ça peut devenir intéressant un projet comme ça à manager combien de personnes à peu près? Parce que pour moi, c'est extrêmement chronophage à mettre en place si on parle sur une application qui est assez petite et qui a besoin d'une petite équipe, quoi. Alors, je pense, moi, je me poserais pas la question en termes de taille d'équipe, je me poserais la question en termes de nombre d'applications. Parce qu'en fait, passer à du micro front-end, c'est intéressant quand vous commencez à avoir des problématiques, à dire j'ai besoin d'afficher des trucs qui viennent de plusieurs services parce que soit j'ai plusieurs applications ou alors la taille de mon application est telle que j'ai besoin de toute façon de faire des divisions dans mes équipes. Elles ne seront pas capables de connaître tout le domaine et donc il faut que je commence à spécialiser. Donc moi, je me poserais plutôt la question dans l'autre sens finalement que sur la taille de l'équipe. D'accord. Okay. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, vous êtes très sage. Si, il y en a une là. Attends, je crois qu'on t'amène un micro. Ça va être encore mieux. Merci pour le talk déjà. Comment vos composants ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils s'échangent de l'information? Alors, lesquels du coup? Ceux de la librairie? Ouais. Ceux de la librairie et la SPAC au milieu. Bah alors en fait, ceux de la librairie, ils sont globalement assez idiots. C'est-à-dire que la barre du côté, la barre latérale qui permet de switcher entre applications et la barre du haut qui permet de switcher sur les applications qui ne sont pas liées à une plateforme, c'est des liens. Les boutons, c'est des liens. Donc ça redirige sur l'application qui est demandée et ça s'arrête là. Donc ils ne communiquent pas vraiment entre eux. En fait, c'est le composant au-dessus qui lui sait que l'utilisateur vient de changer d'application, donc je vais mettre à jour cette barre-là et cette barre-là, et ça s'arrête là. C'est le composant du dessus qui va faire cette orchestration. Et au final, il ne discute jamais avec l'application en dessous. Justement, il y a une séparation complète des responsabilités parce qu'il n'y a pas lieu, en fait, il n'y a pas ce besoin de communiquer entre elles. La seule chose qui peut arriver, c'est de changer d'application. Et ça, c'est le boulot de la librairie, ce n'est pas le problème de l'application en dessous. Et pour l'authentification, comment vous gérez ça? L'authentification, en fait, il y a une première micro-application qui va gérer cette partie-là. Et elle n'affiche pas la librairie. En fait, il n'y a pas lieu d'afficher la librairie. On a une page de login où il y a juste les deux champs de boutons. Et c'est une fois qu'on s'est authentifié, on est redirigé par défaut sur le manager, donc sûrement sur Project and Jobs, une fois qu'on aura complètement terminé la migration. Et c'est à partir de cette redirection que la librairie arrive. Et donc à ce moment-là, l'utilisateur s'est déjà authentifié, on est capable d'aller récupérer toutes les infos qui vont bien. On a déjà un cookie qui est placé, voilà, et c'est la SPA exactement. qui va chercher son cookie. Ouais. Okay. Voilà. Merci. Deux autres questions juste devant. Du coup, voilà, on va se passer. Merci. Je voulais vous poser la question concernant la gestion du code source pour une expérience développeur. Est-ce que vous utilisez des repositories communs pour ce genre de projet? Alors, il y a une notion de monorepo, il y a aussi des outils qui existent comme Learna qui permettent de gérer en fait les installations de dépendance et puis la compilation des projets multimodules. Et donc, voilà, alors justement, nous on a basculé, je pense que c'était il y a 1 an à peu près, puisqu'au départ forcément Manager avait son propre repo, Gouvernance est arrivé comme prototype, donc Gouvernance avait son propre repo, et puis à un moment on s'est aperçu que ça allait être compliqué en termes de cycle de vie et de versionning des applications, etc. Donc avec cette V2, avec ce micro front-end, on est passé en monorepo, toutes les applications sont dans le même, on fait du build différencié. On rebuild que l'application qui a été mise à jour, mais on est en monorepo. Ouais. C'est un choix qui a aussi ses contraintes. Hein. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait d'avoir une expérience utilisateur qui peut être incohérente. Il y a du pour, il y a du contre. Globalement, on est plutôt satisfait en fait de cette solution. C'est plus simple pour nous à gérer au delivery. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait une question devant.
Du coup, ma question va un peu suivre sa question du monorepo. C'est la partie versionning et changelog. Est-ce que vous avez à faire du versionning pour la globalité et avoir un changelog du coup qui soit global, malgré que vous avez un changelog par micro front? Il est global et on indique, en fait, à chaque fois, on précise la version qui a changé. Il y a un agrégat qui est fait par un script à un moment donné qui Ouais, rassemble. alors moi j'ai pas trop travaillé sur cette partie-là parce que le problème c'est que le projet est trop gros pour qu'on travaille sur tout maintenant. Mais oui, il y a un agrégat de fait et voilà, c'est la dernière version en fait va porter le changement de l'application qui a été modifiée, mais c'est au global. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors, je pense qu'on a fini. De toute façon, je suis sur le stand. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir. Merci beaucoup et bonne conférence.